Bonjour. Semaine particulièrement chargée avec une actualité calédonienne en pointe. À l'initiative du Premier ministre et du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu, une vingtaine de représentants politiques calédoniens, indépendantistes, non indépendantistes, se sont retrouvés à Paris pour faire le point sur l'avenir de ce que l'on appelle familièrement le Caillou. Des personnalités du monde économique se sont joints à cette délégation pour pouvoir élargir le cercle sur le plan économique et pour parler de ce qui fait la force, l'énergie de la Nouvelle-Calédonie. Le président de la République, Emmanuel Macron, a clôturé en personne cette semaine calédonienne en recevant une délégation comprenant Jacques Lallier, Roch Roimitan, Daniel Goa, Sonia Baquès, Thierry Santa, Philippe Dunoyer et Philippe Gomez. Outre-mer 360 a, tout au long de ces 10 derniers jours, suivi cette actualité et a voulu souligner les temps forts de ces échanges en recevant les principaux acteurs de cette séquence parisienne, dont les premières conclusions sont, entre autres, la date du prochain référendum, le 12 décembre 2021. Notre invité, Philippe Dunoyer. Philippe Dunoyer, député UDI de la Nouvelle-Calédonie et membre de Calédonie Ensemble, est avec moi sur ce plateau pour vous interroger, Éline Ulysse. Alors bonjour Monsieur Philippe Dunoyer, vous êtes député de la Nouvelle-Calédonie, membre du parti Calédonie Ensemble, qui malgré son appartenance se démarque des autres formations loyalistes. Je précise également que vous êtes élu à la province sud et au Congrès calédonien, mais aussi, et c'est assez intéressant, nous avons cherché, vous êtes le descendant du premier maire de Nouméa. Merci de le rappeler. C'est belle filiation. Oui, j'en suis très fier. Je n'y suis pour rien, mais j'en suis très fier. Alors, vos impressions après, d'abord, votre contact avec le président de la République? Alors, évidemment, ce sont des contacts ou des échanges qui sont très rares. On ne rencontre pas le président régulièrement. C'est la deuxième fois, en fait, en 4 ans, qu'on a l'occasion d'échanger. La première fois, c'était sur le territoire. Et la seconde, c'était hier. C'était très important que le président marque l'intérêt réel qu'il a pour le dossier calédonien depuis l'origine et qu'il conclut finalement cette semaine de discussion par la confirmation que c'était un dossier prioritaire pour lui. Et si les annonces que vous faites, et en partie, et d'autres vont être dévoilées ou l'ont été par le ministre des Outre-mer aujourd'hui, sont possibles, c'est parce que le président de la République a ressenti la dynamique, c'est comme ça que je l'appellerai, qui s'est créée avec ces discussions, avec, et on rentrera dans le détail, les échanges et le document que l'État dorénavant sort. Donc avoir un président qui soit attentif, c'est déjà une chose importante. Il confirme son intérêt pour le dossier, c'est également très important et c'est sous son impulsion et bien sûr celle du ministre des Outre-mer qu'on se lance dans cette nouvelle séquence. Monsieur le député, ce sont des mots très gentils, oui, mais protocolaires. Non, sincère. Mais votre contact humain avec ce jeune qui ouvre les vannes de la décolonisation, ça vous a fait quoi? Je l'ai, entre guillemets, fréquenté pendant les 3 jours de son déplacement en 2018. Donc j'ai pu voir qu'il passait du temps, que c'était quelqu'un qui ne venait pas en touriste sur un territoire, qui venait faire, dire, comprendre, écouter, prendre des notes. C'est toujours la même personne que j'ai rencontrée. Évidemment, il a d'autres responsabilités, mais il reste à l'écoute. Il a entendu chacun d'entre nous et il a tenu à nous dire que c'est parce que nous avions dit, de manière assez collective, que nous étions dans un processus commun, qu'il prenait le risque, mais un risque assumé pour prendre sa responsabilité d'organiser le 3e référendum. Il faut le dire, ce sera sous sa présidence que les 3 référendums d'autodétermination auront été organisés. Je pense que ça engage aussi le président. Donc cette présence de dialogue, ces sessions d'échange ont été importantes et ont permis de faire avancer justement la thématique du référendum, selon vous? Ah oui, ce sont des échanges. Évidemment, il ne faut pas s'emballer, mais pour moi, il y a au moins 4 points positifs essentiels. Le premier point, c'est d'avoir décidé d'organiser ce référendum en 2021. On était prêt, avec la formation que je représente, à aller jusqu'en 2022 si c'était un autre référendum, un référendum qui nous permette de sortir de l'impasse. Mais s'il faut passer par ce 3e référendum avec une question binaire qui nous clive, maintenant que le document sur les conséquences du oui et du non est produit et complet, eh bien, il fallait le faire vite pour mettre fin à l'inquiétude sur le territoire
mettre fin à l'incertitude, permettre aussi un peu moins d'attentisme économique et j'ose espérer même un peu plus d'investissement. Vous parliez du monde économique. Ils ont besoin de perspectives, les Calédoniens ont besoin de perspectives. Et donc fixer cette date en 2021, c'est une bonne nouvelle. Le deuxième point positif, il est très important, c'est que nous ne sommes plus sur un référendum aveugle. Et ça fait longtemps qu'on demande d'éclairer le jour d'après ce référendum. Nous n'y sommes plus parce que l'État a pris ses responsabilités. L'État a, dit-il, tracé une perspective, ouvert une période qu'il appelle une période de transition, de convergence, pour dire que ce référendum va, avant déjà, mais surtout après, nécessiter pendant 2 ans que nous discutions, en fixant une date qui est maintenant à juin 2023 pour aboutir. Et c'est le troisième point positif qui est le point essentiel. Ce troisième référendum n'est pas la fin du processus. En fait, c'est le début d'un nouveau processus, celui qui aboutira à un 4e référendum, que le oui ou le non l'emporte. D'ailleurs, si c'est un non, puisque je milite pour le non, ce non, il va nécessiter que nous construisions un nouvel accord avec la France pour maintenir la Nouvelle-Calédonie, mais selon des modalités qu'il faut que nous négocions ensemble, avec les partenaires indépendantistes. Et puis si c'est oui, il y aura aussi un autre accord à prévoir. 4e point positif, sinon je ne suis pas complet, pardon, la partition, qui est une idée folle, séparer les Calédoniens en 2 ou en 3 blocs, est unanimement rejetée. C'est aussi un point de satisfaction important. Alors justement, le calendrier a été fixé. Est-ce que la période de 2 ans sera suffisante justement pour bien préparer la sortie des accords et l'après? Pardon, il n'en tient qu'à nous. En fait, d'ailleurs, cette période, elle commence déjà aujourd'hui. C'est aussi un point positif. On ne reste pas sur cette séquence réussie. Nous allons tous rentrer en Nouvelle-Calédonie. Le ministre aura aussi à présider un comité des signataires, mais d'autres dossiers arriveront. Donc c'est à nous, selon différentes modalités, de faire vivre et d'enrichir cette... ce n'est pas un accord puisqu'il n'est pas validé par tout le monde, mais ce document qui engage l'État. Et si on le fait déjà, dans la perspective non seulement du 3e, mais de ce nouveau référendum, qu'on appelle référendum de rassemblement en 2023, oui, je pense qu'on a le temps. Tous les matériaux sont sur la table, c'est une question de volonté, de pédagogie aussi sur le territoire, et puis de compréhension que les Calédoniens sont dans cette attente. Mais il y aura quand même des sujets centraux, la question de la monnaie, la question des transferts de compétences. Est-ce que ça pourra passer si le dialogue n'est pas rompu? Alors, de toute façon, sans dialogue, en Calédonie, mais ailleurs aussi, rien n'est possible. Et puis c'est même potentiellement une régression qui menace les Calédoniens. Donc le dialogue, c'est la seule voie, c'est la seule clé possible pour sortir de l'accord de Nouméa, parce qu'il faut le dire aussi aux téléspectateurs, l'accord de Nouméa arrive à son terme en 2024, pour faire court. Donc on a des sujets, les sujets que vous évoquez, les sujets d'une monnaie nouvelle, les sujets d'une justice à redéfinir, ce sont des conséquences de la victoire du oui. Ça, aujourd'hui, le document de l'État, les administrations de l'État qu'on a rencontrées nous ont donné les éléments, notamment aux indépendantistes, mais à tout le monde, pour voir quelles étaient les difficultés, qu'est-ce qui est impossible, qu'est-ce qui est possible, et comment organiser les discussions si nous devions, après, avoir ce type d'échange. Et dans cette perspective, je le redis, mon sentiment, c'est qu'un accord avec un État, un nouvel État souverain, si c'était le choix des Calédoniens, se ferait avec la France, avec un lien étroit. On en a les matériaux possibles, et c'est une question de volonté commune. Mais il y a d'autres sujets qui se posent en cas de victoire du non aussi. Il y a d'autres sujets, des sujets d'ordre économique, sociaux. C'est un territoire qui est traversé par des inégalités sociales importantes également. Beaucoup de compétences sont exercées localement, mais l'État est un partenaire actif de certaines politiques publiques en Nouvelle-Calédonie. Là aussi, il faut qu'on profite de cet échange pour bien sûr parler institutions, chapeau, mais aussi parler du contenu des réformes, à la fois des institutions et des réformes des politiques publiques à mener. Lors du second référendum, votre parti a défendu un projet d'avenir dans lequel les grandes lignes étaient que les compétences régaliennes soient partagées justement entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. Quel projet allez-vous défendre lors de ce troisième référendum? Alors, précisément sur les compétences régaliennes, c'est une situation un peu particulière. La Nouvelle-Calédonie, on en parlait tout à l'heure. Certaines sont déjà partagées, elles sont bien sûr assumées pour le compte de l'État, mais elles sont déjà un peu entre les mains des Calédoniens. Le meilleur exemple, c'est celui des relations extérieures. En matière de justice, par exemple, on est le seul territoire de la République à avoir des assesseurs coutumiers, vous le savez, dans le tribunal civil, mais aussi des assesseurs civils. J'ai eu cette opportunité il y a quelques années au tribunal correctionnel. Donc on a des organisations du monde judiciaire qui tiennent compte de nos spécificités. Donc si il fallait voir comment évoluer un peu plus, associer un peu plus les Calédoniens à l'exercice de ces compétences régaliennes pour le compte de l'État, on a des voies, des pistes qui sont déjà discutées, soit en matière de justice, soit en matière de relations extérieures, en matière de défense aussi probablement. Enfin, je n'ai pas toutes les solutions, mais tout ce qui a été possible à un moment continue de l'être parce que ça fait 30 ans qu'on chemine
et on doit pouvoir aussi regarder ce qui a fonctionné, ce qui a peut-être un peu moins fonctionné. Rien n'est fermé, et cette semaine l'a prouvé encore, puisque aucun sujet n'est sujet tabou. Tout a été évoqué avec beaucoup de transparence, beaucoup de calme, il faut le dire, et beaucoup de responsabilité, donc, ce qui donne un motif d'espoir. Philippe Dunoyer, j'allais être désagréable, comme d'habitude. On a l'impression que pendant 30 ans, ça a été l'attentisme, une espèce de volonté commune d'attentisme. Je vous remercie de me poser cette question, elle n'est pas désagréable. Mais ça me permet de vous dire que tous ceux qui prônent de manière rétrospective et très rapidement une forme de révisionnisme de l'histoire calédonienne parce que ça les arrange aujourd'hui, moi je ne fais pas partie de cela. Moi je suis très content des 30 années qui se sont passées. Ça ne veut pas dire qu'on a vécu 30 ans au paradis. Mais ça n'a pas bougé. Mais bien sûr que si. On a mis la poussière sur le tapis. Non. Alors, il faudra que vous veniez en Nouvelle-Calédonie, je vous invite à venir voir les différences. Vous me montrerez des reportages, par exemple, entre la Nouvelle-Calédonie d'il y a 30 ans et celle d'aujourd'hui. C'est plus la même. Bien sûr que c'est encore un territoire qui est traversé par des clivages très importants. Je l'ai dit tout à l'heure, en matière d'inégalité sociale, on a des problèmes identitaires à travailler, c'est très important. La culture, l'histoire n'est pas suffisamment partagée. On a des soucis de répartition, on a tous ces soucis-là. Mais aujourd'hui, personne ne peut nier que la Calédonie d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout celle d'il y a 30 ans. Tout n'est pas parfait, mais moi je remercie ceux qui ont présidé au baptême et à l'adoption de l'accord de Nouméa. Cet accord, il se termine. Comme tout accord, il n'est pas parfait, mais heureusement qu'on l'a eu, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et ce qu'on disait tout à l'heure, la clé c'est le dialogue, mais l'autre clé dont on profite et dont on bénéficie comme la santé sans s'en rendre compte, c'est la paix. Et la paix, elle est fragile en Nouvelle-Calédonie. La paix, elle a failli être mise à mal en fin d'année dernière avec tout ce qui s'est passé autour de l'usine du Sud, et je peux vous dire, pour en être originaire, que j'ai ressenti à ce moment-là une inquiétude que je n'avais pas ressentie depuis très longtemps. Bénéficier de la paix, tous les jours, c'est parce que l'accord qui a été trouvé est toujours respecté. C'est parce que le dialogue peut être nourri, il n'est pas constant. Mais non, l'accord de Nouméa a été un accord qui a fait avancer la Nouvelle-Calédonie. C'est maintenant son terme qui se dessine. À nous de trouver un nouvel équilibre, de prendre en considération, vous le disiez tout à l'heure aussi, avec les acteurs économiques, ce qui nous remonte de la société civile, des Calédoniens eux-mêmes, qu'on entend certainement trop peu, des acteurs du monde économique et social, qu'on entend certainement trop peu, pour intégrer aussi leur réflexion à la construction d'un nouvel accord. Mais moi, je ne fais pas partie de ceux qui piétinent facilement un accord qui nous a permis d'avancer pendant 30 ans. Sur l'économie, la mine, oui. Point de discorde? Oui, sur la mine, enfin le nickel. Disons. Le nickel est toujours un sujet politique. Parce qu'il y a bien sûr des richesses que vous connaissez, on a cette force, on a aussi 3 usines de classe mondiale qui connaissent des difficultés, hein, pas seulement d'ordre capitalistique, mais parce que les cours sont difficiles, parce que certaines usines ont des difficultés d'ordre financier ou technologique. Mais c'est aussi une doctrine que politiquement les indépendantistes ont toujours placée au cœur des discussions. Honnêtement, on n'en a pas parlé pendant cette semaine, on avait beaucoup de sujets, sans l'écarter, on l'a bien identifié, mais ça nécessite un temps dédié pour que justement dans le cadre de cette période qui d'abord commence mais succédera à ce 3e référendum, dans la perspective du référendum de rassemblement, on mette au centre de la table ce sujet-là aussi, pour éviter de se retrouver comme en fin d'année dernière avec des incompréhensions au début qui finissent par des violences, des blocages et quasiment un retour d'une guerre civile en Calédonie sur un sujet qui doit être beaucoup mieux maîtrisé. Philippe Dunoyer, pour terminer, tous les acteurs que nous avons eus ont parlé de la méthode Le Cornu qui a consisté à casser le côté binaire traditionnel pour pouvoir ouvrir des perspectives et des voies transversales entre les différents acteurs. Vous êtes d'accord? Oui, non? Oui. Il y a une méthode Le Cornu, ça c'est indéniable. Il faut reconnaître au ministre de l'Outre-mer d'avoir pris le dossier, d'avoir amené sa patte. C'est sa sensibilité. Et effectivement, avec cette méthode, aujourd'hui, moi ce que je constate, c'est qu'il a permis de retrouver les fils d'un dialogue qui étaient rompus, de tracer des perspectives qui n'avaient jamais été esquissées à ce niveau-là. Une nouvelle pédagogie? Une nouvelle pédagogie et puis un engagement de l'État. Je le dis, c'est peut-être pas une formule encore tout à fait affinée, mais c'est le retour de l'État partenaire, l'État acteur du processus avec une affirmation, un engagement, des responsabilités. Et non pas l'État lâche. Ah non. Alors, est-ce qu'on ne peut pas aller encore plus loin, et on va terminer là-dessus, est-ce qu'il ne faudrait pas introduire un petit peu plus d'Europe, comme Madère au niveau de l'Europe? Moi, à titre personnel, je suis favorable à ça. Je pense que aujourd'hui, vous le savez, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna sont les 3 derniers territoires européens du Pacifique.
Donc il y a un réveil, non, ce n'est pas un jeu de mots, j'allais dire un réveil océanien, non, une pensée océanienne qui prend... Il y a une sensibilité océanienne en tout cas, mais qui va a priori se manifester puisque le président nous l'a confirmé, le ministre des Affaires étrangères nous l'a dit aussi, avec cet axe Indo-Pacifique qui se consolide, il y a une version européenne de cet axe Indo-Pacifique qui est aussi, et qui sera portée par la France quand elle présidera l'Union européenne dans quelques mois, en essayant justement de concrétiser cette aspiration européenne. Je crois que tout le monde a à y gagner, l'Union européenne évidemment, et puis nos ressortissants sur les 3 territoires. Vous êtes confiant sur l'avenir? Parce que vous parliez de paix, de dialogue, reprise du dialogue, vous êtes confiant? Oui, et ce n'est pas la méthode Coué, je suis maintenant résolument confiant. Le chemin va être complexe. Le chemin va être complexe. On ne sort pas avec un accord, on sort avec un document. On sort avec quelque chose qui engage l'État, vers lequel nous avons convergé. Je sais que pour certaines formations, le retour peut être difficile. Il faudra beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de dialogue encore, mais on a cette voie. Et sans cette voie, c'était la nuit. Aujourd'hui, il y a quand même une voie éclairée vers un référendum qui peut nous rassembler. Donc oui, je reste et je suis positif. Merci. Monsieur le député, merci. Merci de vos questions et merci de votre invitation. Merci.